La corrida. Vous en avez forcément entendu parler au moins une fois dans votre vie, par l'intermédiaire de podcasts, de vidéos, ou peut-être même que vous en avez déjà vu une, c'est totalement possible. C'est un sujet bien ancré en Espagne, mais très sensible en France. La preuve étant, on a pu voir l'intervention du créateur de contenu Jérém Star lors d'une corrida pour dénoncer justement cette pratique. C'est un sujet qui divise, c'est un sujet qui ne laisse pas indifférent. Alors on va se poser une question simple aujourd'hui, pourquoi la corrida n'est-elle pas interdite ? Bienvenue les amis, moi c'est Doriano de la chaîne La Banane et aujourd'hui je voudrais qu'on se penche tous sur le cas de la corrida. Et c'est plutôt simple à comprendre. On a besoin d'une arène, on y met un taureau à l'intérieur et on le laisse s'affronter contre une équipe de toreros. Car oui, le taureau n'affronte pas qu'un homme, mais une équipe entière. Mais ça, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Au 21e siècle, et plus particulièrement en Occident, la sécurité et le bien-être animal n'est plus une question anecdotique, mais une pensée bien ancrée dans les mœurs. Alors dans ce cas-là, pourquoi cette pratique continue-t-elle encore ? Y aurait-il un secret d'État qui pousserait ce spectacle à perdurer au fil des siècles ? Et combien pèse l'économie de la corrida ? Ne vous inquiétez pas, toutes ces questions, je vais y répondre aujourd'hui. Mais pour comprendre si à ce spectacle il faut y mettre fin, penchons-nous d'abord vers ses origines. Petit récap historique, ça fait pas de mal. La corrida, comme on la connaît actuellement, s'inscrit dans une histoire longue qui remonte à l'Antiquité. Telles les civilisations méditerranéennes, le taureau occupe une place centrale dans les rituels symboliques où l'homme cherche à démontrer sa maîtrise de l'animal. Comme dans la tauromachie acrobatique, quand tu fais un salto dessus du taureau. Et plus tard, dans la Rome antique, les jeux d'arène mettent en scène des affrontements entre hommes et bêtes. Et d'ores et déjà, on peut comprendre qu'il y a une violence animale dans le cadre de spectacles. On va faire un bond dans le temps et maintenant on arrive au Moyen-Âge dans la péninsule ibérique. C'est l'Espagne et le Portugal. Maintenant tu sais. À ce moment-là de l'histoire, ces pratiques évoluent vers des combats de taureaux réservés à la noblesse. Les chevaliers affrontent alors l'animal à cheval dans une logique d'entraînement militaire et de démonstration de bravoure. Donc progressivement, cette pratique, elle continue de s'exercer vers la péninsule ibérique, mais surtout elle se popularise. On va refaire un autre bond dans le temps et maintenant on arrive au 18e siècle en Espagne. Et c'est à partir de là que la corrida moderne prend forme. Le combat se déroule désormais à pied, le rôle du matador devient central et des règles précises viennent structurer le déroulement du spectacle. Et à partir de là, la corrida va mêler du coup de l'esthétique, du rituel, mais surtout de la technique. Aujourd'hui, la corrida, elle se diffuse un peu partout dans le monde. En France et en Espagne, ça je pense que tout le monde le sait, mais il y en a aussi beaucoup en Amérique du Sud, notamment au Pérou. Par contre, il faut le savoir, on ne met pas les taureaux à mort dans tous les pays. Par exemple, en Bolivie ou aux États-Unis, il est interdit de tuer l'animal. On appelle ça une corrida portugaise. Cependant, il y a plein d'autres pays qui n'y mettent aucune interdiction. Et cette dernière affirmation me pousse à te poser la question suivante. Est-ce que tu sais comment on tue l'animal ? Bon, là c'est la partie où je vais décrire le déroulement de la corrida. Donc je préfère prévenir, ça va vraiment pas être animal friendly. Donc si t'es un peu sensible par rapport à cette partie de la vidéo, n'hésite pas à aller plus loin ou juste fermer les yeux. Mais bon, ça sert vraiment à rien. La corrida débute par le paseo, une entrée de tous les participants dans l'arène. Les toreros, vêtus du traditionnel costume de lumière, saluent le public et les autorités. Et à ce moment-là, ça marque officiellement l'ouverture du spectacle. Une fois la cérémonie terminée, le premier taureau est lâché dans l'arène. Et là, le combat va se diviser en 3 parties qu'on va appeler tercio. Le premier temps s'appelle le tercio de varas. Alors là, on va avoir des picadors, donc des cavaliers armés d'une pique qui entrent en jeu. Leur rôle est de tester la bravoure du taureau et d'affaiblir les muscles de son cou. Mais pour affaiblir le taureau, il n'y a pas 36 solutions. Les picadors, ils enfoncent un pic dans la partie supérieure du taureau, ce qu'on va appeler le garrot. Une fois que cette partie est finie, on va laisser place au deuxième tercio, le tercio des banderillas. Donc là, en fait, on a les banderilleros qui rentrent en scène pour planter des banderilles, des petits bâtons munis d'arpons qui sont faits pour rester dans la peau de l'animal. Donc cette phase-là, elle sert à stimuler encore une fois le taureau, mais surtout à préparer au grand final. Et je pense que vous savez déjà comment ça se finit. Car la troisième partie s'appelle le tercio de muerte. Muerte, ça veut dire la mort en espagnol, hein, je vous fais pas de dessin. Donc là on est au moment central mais aussi au moment final. Donc à ce moment là le matador il reste seul face au taureau. A l'aide de la muleta et de l'épée il réalise une petite série de passes destinées à démontrer sa maîtrise, son courage et son sens artistique. Cette phase se conclut par la mise à mort du taureau, qu'on appelle aussi l'estocade. Quand le matador estime qu'il est temps de tuer l'animal, il se met en face de lui, arme son épée et au moment où le taureau lance son ultime charge, le matador enfonce son arme entre les omoplates du taureau et si normalement tout est bien fait, l'épée se
logera dans son cœur. Bon, si l'estocade est bien faite, le taureau meurt assez rapidement. À l'issue du combat, le public peut manifester son appréciation. Selon la qualité de la prestation du matador, on peut offrir des trophées symboliques au matador, comme par exemple des oreilles. Mais dans certains cas, le taureau peut être gracié et repartir vivant de l'arène. Mais ça reste assez rare, voire même extrêmement rare, parce qu'en fait, ça concerne juste un taureau sur 1000. Bon, maintenant, on va s'attaquer au cœur du sujet. Les pour, les contre, qu'est-ce qui freine l'interdiction de cette pratique, ou au contraire, qu'est-ce qui la pousse dans cette décision? On a pas mal d'éléments qui nous pousseraient à être contre la corrida. Mais je pense personnellement qu'il est judicieux d'aller quand même voir l'argument des personnes qui sont pour cette pratique. Mais avant d'attaquer cette partie, n'hésite pas à t'abonner. Moi, ça me donne beaucoup de force, beaucoup de courage, et puis ça me pousse à vouloir faire des vidéos de la sorte. Bon, trêve de bavardage, voyons voir ce que proposent les défenseurs de la corrida. Pour les défenseurs de la corrida, elle constitue un véritable patrimoine immatériel comparable à d'autres pratiques culturelles régionales. En Espagne, elle a même été considérée comme bien d'intérêt culturel en 2013. Et ça souligne vraiment l'importance dans l'identité nationale. Par contre, en France, sa légalité repose également sur cette notion de tradition locale ininterrompue. Donc du coup, interdire la corrida, eh bien ça reviendrait à effacer une partie de l'identité régionale, notamment dans le sud du pays. Un autre argument central avancé concerne la dimension artistique et symbolique de la corrida. Parce que les aficionados de la corrida, ils considèrent ça un peu comme un art vivant. D'ailleurs, la corrida, elle est inspirée de nombreux artistes en peinture, littérature ou même musique. Et ce qui renforce ce statut culturel. Le combat entre l'homme et l'animal est perçu comme une mise en scène des thèmes universels, la mort, le courage et la maîtrise de soi. Et cette vision, bien qu'elle est contestée, eh bien elle structure une grande partie du discours pour le maintien de la corrida. Sur le plan économique et social, les partisans de la corrida mettent en avant l'existence d'une filière complète qui dépend de cette activité. Celle-ci inclut l'élevage de taureaux de combat, les écoles taurines, les organisateurs de spectacles ou encore les métiers artisanaux liés aux arènes. Donc en fait, la tauromachie, elle participe à une économie locale. Par exemple, certains chiffres avancés évoquent un secteur générant plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est colossal. Et au-delà des chiffres, les défenseurs de la corrida insistent sur les emplois indirects. Restauration, tourisme, événementiel, donc finalement tous les métiers qui sont liés aux ferias et au spectacle taurin. Il y a aussi un autre argument, souvent mis en avant dans les interviews d'éleveurs, concernant la préservation d'une race d'animal spécifique. Selon eux, sans la corrida, il n'y aurait plus de raison économique d'élever des taureaux de combat, ce qui entraînerait la disparition de cette race et aussi des écosystèmes associés. Ces élevages occupent souvent des vastes espaces naturels et participent à une forme d'agriculture extensive. Et dans cette logique, la corrida serait indirectement liée à la préservation de certains paysages et pratiques rurales. Et enfin, certains défenseurs invoquent aussi une question de liberté culturelle. Dans une société démocratique, ils estiment que différentes sensibilités doivent pouvoir coexister. Tant que la pratique est encadrée par la loi et limitée à certaines régions, son interdiction totale pourrait être perçue comme une atteinte à la diversité culturelle. Donc voilà, j'ai cité en gros les principaux arguments des personnes qui défendent la corrida, mais maintenant on va aller voir ce que proposent les personnes qui sont contre celle-ci. Bon, la principale critique adressée à la corrida concerne la souffrance animale qu'elle implique. Contrairement à d'autres pratiques culturelles, la corrida repose sur la mise à mort d'un animal. De nombreuses organisations de protection animale, comme Fondation 30 millions d'amis ou L214, dénoncent une pratique qu'elles jugent incompatible avec les connaissances actuelles sur la sensibilité animale. Je respire un peu, c'était une grande phrase. De plus, les avancées scientifiques ont en effet établi que les mammifères, dont les bovins, sont capables de ressentir la douleur et le stress. Et donc du coup, ça alimente une remise en question éthique croissante. Cette évolution des mentalités s'observe également dans l'opinion publique. En France, plusieurs sondages indiquent qu'une majorité de la population est opposée à la corrida, y compris dans certaines régions où elle est pratiquée. Par exemple, un sondage réalisé par l'IFOP montre qu'environ 70 à 75% des Français souhaitent son interdiction. Et cette tendance, elle s'inscrit dans un mouvement plus large de prise en compte du bien-être animal dans les politiques publiques. Un autre argument avancé concerne le fait que la corrida est une tradition contestée et non universelle. Si elle est souvent présentée comme un patrimoine culturel, elle ne concerne qu'en réalité une minorité de territoires. De plus, certaines régions historiquement liées à la tauromachie ont déjà choisi de l'interdire, comme la Catalogne en 2010, même si la décision a ensuite été annulée sur un plan juridique. Et donc du coup, cela montre que les traditions ne sont pas figées éternellement, et que celles-ci peuvent évoluer en fonction des valeurs de la société. Sur le plan économique, les opposants relativisent l'importance de la
corrida. Il souligne que les retombées économiques sont difficiles à isoler et souvent liées à des événements plus larges comme les ferias. Et d'ailleurs, certains rapports et analyses estiment que la filière taurine bénéficie de subventions publiques indirectes, notamment via l'entretien des arènes ou le soutien aux événements culturels. Alors la question se pose si l'argent public doit soutenir ce genre de spectacle. Enfin, la corrida est critiquée pour l'image qu'elle renvoie, notamment auprès des jeunes. Des spécialistes de l'enfance et de l'éducation estiment que l'exposition à des spectacles violents peut banaliser la souffrance animale. Dans une société qui valorise de plus en plus l'empathie et la protection du vivant, certains considèrent que la corrida est en décalage avec les valeurs contemporaines. Bon, du coup, vous l'avez vu pendant cette vidéo, la question de pourquoi interdire la corrida repose sur plusieurs faits et caractéristiques. Tout d'abord, la corrida bénéficie d'un cadre juridique spécifique. En France, les actes de cruauté envers les animaux sont interdits par la loi, mais une exception existe lorsqu'il s'agit de traditions locales ininterrompues. C'est sur cette base que la corrida reste légale dans certaines régions du Sud, comme en Occitanie ou en Nouvelle-Aquitaine. Cette exception a été validée par le Conseil constitutionnel en 2012, ce qui renforce sa solidité juridique. Du coup, la corrida, elle est bien interdite dans certaines parties de la France, mais dans d'autres parties de la France, elle est tolérée. Ensuite, la corrida est aussi défendue comme patrimoine culturel. Ses partisans la considèrent comme une pratique artistique et symbolique, et donc du coup inscrite dans l'histoire de plusieurs pays, dont l'Espagne et le sud de la France. Elle est associée à des traditions festives, comme les ferias, qui participent à l'identité locale. Donc du coup, la corrida reviendrait pour certains à supprimer une expression culturelle ancienne. Donc du coup, ce qui ouvre la porte à une question bien plus large sur la place des traditions dans une société moderne. Par ailleurs, des enjeux économiques, territoriaux expliquent aussi le maintien de la corrida. Elle s'inscrit dans une filière qui inclut l'élevage de taureaux, l'organisation de spectacles, le tourisme et de nombreux emplois indirects. Dans certaines villes, les événements taurins attirent des centaines de milliers de visiteurs et donc du coup génèrent des retombées économiques importantes pour les commerces locaux. Même si ces chiffres sont débattus, ils constituent un argument utilisé par les élus locaux pour justifier le maintien de cette pratique. J'aimerais aussi rajouter qu'il faut aussi prendre en compte l'aspect politique de cette question, car la corrida sur la sphère politique est un thème qui divise fortement l'opinion. Les gouvernements hésitent à légiférer de manière radicale, car une interdiction pourrait provoquer des tensions dans les territoires concernés. De plus, le principe de diversité culturelle est souvent invoqué pour éviter une décision uniforme à l'échelle nationale. Enfin, la corrida se maintient aussi en raison d'un équilibre entre opposition et défense organisée. Si une majorité de Français se dit opposée à cette pratique, les défenseurs de la corrida sont très souvent mobilisés, structurés et influents localement. A l'inverse, l'opposition, bien que majoritaire, est parfois moins active sur le plan politique local, et ça contribue au statu quo. Donc du coup, pour finir et pour répondre à la problématique, la corrida n'est pas interdite car elle repose sur un compromis entre tradition, réalité locale et législation. Voilà les amis, c'était ma toute première vidéo, en tout cas depuis que j'ai changé de niche. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous avez quoi que ce soit à dire contre ou pour la corrida, n'hésitez pas, hein, l'espace commentaire est fait pour ça. Tant que vous respectez les uns les autres, que vous soyez pour, que vous soyez contre, ça peu m'importe. Ce que je veux, c'est que vraiment qu'il y ait du respect. Évidemment, si la vidéo vous a plu, si mon petit travail de recherche vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, mais surtout à vous abonner. Voilà, on se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo. Adios les amigos.